Déjà, le spectacle, pour moi, il n'appartient pas à l'arbitre, il appartient aux joueurs, quoi. C'est eux qui font le match. C'est comme je me souviens à une époque, la Ligue avait instauré un protocole pour que les arbitres rentrent en premier. Je suis rentré une fois ou deux et après je suis rentré derrière les équipes. Le terrain ne m'appartient pas. Moi, je suis juste là pour aider les gens à jouer ensemble, à conduire une rencontre par rapport à l'équité et par rapport à la règle. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un des plus grands arbitres du rugby mondial. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. D'abord attiré par le foot, mon invité découvre le rugby à Castres à la faveur de la mutation professionnelle de son père. Passant par Groyer et Cagnac-les-Mines, c'est dans le 8 de devant qu'il se régale sur le terrain. Suivant les conseils paternels, il découvre l'arbitrage à 19 ans et après 2 années passées à concilier jeu et arbitrage, il se consacre au sifflet à son entrée en école de police. Gravissant les échelons 1 à 1, il est un des rares arbitres professionnels français et fait partie du gratin de la planète rugby. Comme vous l'avez sûrement deviné, j'ai eu la chance d'échanger avec Romain Poite. Du top 14 à la Coupe du Monde et du 6 Nations à la Champions Cup, Romain se remet perpétuellement en question pour continuer à progresser. Au-delà de son image d'arbitre assez froid, j'ai pu me rendre compte au cours de notre discussion que se cachait quelqu'un de vraiment avenant et super agréable. Je suis très content d'avoir pu échanger avec Romain et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Et ouais, c'est vrai que tu sors d'une séance de physique là. Donc tu m'accueilles au complexe sportif de Bérat, à côté de Toulouse, enfin dans la région toulousaine. C'est ça. C'est un super beau complexe, en plus il fait beau là, on est bien calé aujourd'hui, donc c'est le top. Tout le monde connaît Monsieur Poite, l'arbitre de top 14 et l'arbitre international. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir de quoi rêvait le petit Romain. Alors le petit Romain, il rêvait de rien du tout, parce qu'il a suivi le fil de la vie avec juste passion, et puis pour me retrouver à cet étage-là. Mais quand on commence, ne serait-ce que le rugby, quand on est jeune, ou l'arbitrage un peu plus âgé, comme ça a été mon cas à 19 ans, on a juste envie de faire du sport, de prendre du plaisir, et puis après, bon, la compétition, elle vient bien sûr avec l'appétit et l'évolution, mais je dirais que j'avais juste envie de faire un beau sport avec toutes ces belles valeurs qui est le rugby et prendre du plaisir comme un jeune peut en prendre en faisant du sport. Ouais, t'étais quel genre de petit garçon ? Alors j'étais un peu dissipé et ma foi, ma carrière professionnelle elle m'a orienté sur quelque chose de plus structuré puisque j'étais policier et puis je finis arbitre. Enfin en tout cas je finis arbitre, je suis arbitre pour aujourd'hui. Mais quand j'ai recroisé un professeur une fois quand je lui ai dit le métier que je faisais, il a été très surpris parce que j'étais un peu dissipé. Puis j'avoue, je me suis mis à l'arbitrage aussi. Mon père m'avait gentiment dit que ça pourrait compléter ma formation et en plus me faire fermer ma gueule sur le terrain parce que je comprendrais un peu plus les difficultés du rôle du gars qui est tout seul au milieu. D'accord, donc c'est grâce à ton papa que tu es tombé dans l'arbitrage. Voilà, grâce ou à cause, je sais pas. Non, bien sûr, c'est grâce parce qu'il était très impliqué dans le rugby. D'ailleurs, j'ai fait du rugby parce que lui venait du monde du rugby, on était dans le nord, enfin en Vendée pendant très longtemps. Et là, j'ai fait du foot et après, naturellement, quand je suis arrivé à l'âge de 10 ans dans le Tarn, il m'a mis le pied à l'étrier parce que lui était un passionné et puis il a suivi ma carrière de joueur, bien qu'elle soit, on ne peut pas parler de carrière, mais en tout cas du moment où je jouais. Et après, il a beaucoup œuvré, oui, pour justement parce qu'il faisait partie d'une commission qui s'appelait la commission des règlements du comité Midi-Pyrénées. Enfin, anciennement comité Midi-Pyrénées et il cherchait des arbitres et il est venu me voir, j'avais 19 ans et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait et puis voilà, ouais. Non, c'est lui qui m'a beaucoup orienté dans le rugby, ouais. D'accord. Et au préalable, tu as fait quel type d'études ?
Alors moi, je suis parti après le bac à l'armée, puisque j'avais demandé à mes parents de partir à l'armée, de passer les concours, parce que j'avais l'appréhension de me retrouver à Toulouse et puis faire la bringue avec les potes du rugby et puis pas être très sérieux et puis finalement coûter de l'argent à mes parents pour rien. Donc je suis parti à l'armée, j'ai passé mes concours et le deal c'était que si je ressortais avec des concours, je leur devais rien, et puis si c'était pas le cas, je reprendrais mes études. Et ma foi, je suis sorti de l'armée le 31 janvier et je crois le 10 janvier j'avais mon concours de la police nationale. T'as attaqué en police à quel âge? Alors moi je suis rentré en police en janvier 97, donc ça a été l'année 97, ça a été une année d'apprentissage en école, puisque ça dure un an la formation. Ensuite j'ai eu un poste pendant 2 ans et demi à Lyon, j'ai eu mon premier poste à Lyon, et le rugby à l'époque était très implanté dans la police, et j'ai eu la chance d'être rapatrié rapidement sur Toulouse en septembre 2000, et puis j'ai exercé à Toulouse jusqu'en 2007, et après vu mon statut au niveau World Rugby, j'ai pu accéder à un contrat avec la fédération et être à plein temps jusqu'à aujourd'hui, quoi. Pour revenir un petit peu sur ta carrière rugbystique, même si comme tu le dis tu n'as pas joué à très haut niveau, comment ça s'est passé? Tu as attaqué où? Alors moi j'ai joué le pied à l'étrier m'a été proposé à Castres, puisqu'on habitait à Castres avec mon père, où j'ai joué jusqu'en cadet première année. Ensuite je suis parti à Groyer rejoindre des copains de sélection qui sont mes amis encore aujourd'hui, et où j'y ai joué pendant 4 ans. J'ai fait KD2, les 2 années de Crabos et une année de Réchelle. Et ensuite, je suis parti parce que j'étais à l'armée et que descendre du bus pour rentrer dans la caserne, ça ne m'excitait pas trop. Donc, je suis allé dans un club à côté d'Albi qui s'appelle Cagnac-les-Mines, qui évoluait à l'époque en honneur, pour faire une saison et un peu plus, puisqu'après, je suis rentré à l'école de police. Et à l'école de police, j'avais signé à Carcassonne, qui était en Fédéral 3 à l'époque. Mais comme on nous avait gentiment invité à pas prendre de risques sur le sport en dehors de l'école de police, j'ai arrêté. Et comme ça, en parallèle, ça faisait 2 ans que je faisais de l'arbitrage. Je me suis uniquement consacré à l'arbitrage sans me poser de questions, et en gardant le pied dans le rugby avec l'arbitrage, et en vivant une passion, mais de façon différente, quoi. Bien sûr. Tu jouais quel poste? Alors moi je jouais tout devant. D'accord. On va dire que l'arbitrage m'a transformé, mais positivement. Mais non, je jouais principalement je me souviens en poussant, j'ai joué pilier, après j'ai joué talonneur, seconde ligne même en benjamin, mais bon je suis pas très grand, et puis j'ai fini troisième ligne centre, c'est un poste que j'aimais beaucoup, ou troisième ligne aile. Et j'ai même joué 10 en scolaire, mais ça c'était plus pour toucher un peu plus de ballon à la limite. Mais au lycée, j'ai tout joué devant, on va dire. Tu expliquais que tu étais rentré en police en 97. Tu attaques l'arbitrage, toi, en 94, 95 94, ouais. Septembre 94. D'accord. Et vu la conjoncture, ils recherchaient beaucoup d'arbitres. Donc, faut savoir qu'il y a 3 examens dans l'arbitrage. Il y a stagiaire, c'est uniquement un examen d'entrée où on regarde les capacités et puis la connaissance de la règle de la personne. Ensuite, il y a le régional avec un écrit, un oral, le préfédéral, le fédéral. Et donc, moi, j'ai eu la chance de passer mon régional de suite en décembre 94, et d'être reçu, et donc de pouvoir arbitrer tous les niveaux du comité à l'époque, ou de la ligue aujourd'hui. Et voilà. Et après, j'ai passé mon fédéral dans le cadre du concours du jeune arbitre, qui est un concours promotionnel. En fait, on doit avoir moins de 25 ans. Okay. Et tous les arbitres qui ont des aptitudes et qui sont sur lesquels on peut miser passent par là. Et souvent, y a beaucoup d'arbitres aujourd'hui qui sont passés par le jeune arbitre, qui arbitre et qui évolue au haut niveau. Et disons que c'est un tremplin qui accélère la carrière, puisque bon, déjà il y a une détection qui a été faite. Mais bon voilà, j'ai fait le fédéral en 99. Ouais.
Tu te souviens du tout premier match que tu as arbitré? Absolument, je me souviens pas du score, je me souviens du stade encore. Et c'était le terrain de droite qui avait à Balma, c'était à Balma FCTT en KDC. Waouh, d'accord. Ah oui, donc tu as commencé vraiment tout en bas. Et ouais, on se lève pas un jour en prenant son sac et en quittant la maison en disant je vais arbitrer en top 14. Non, on fait ses classes. On se souvient aussi, on a de très bons souvenirs en amateur et on évolue de façon plus ou moins rapide en fonction des âges et des capacités. Mais faut savoir que stagiaire c'est au moins 1 an puisqu'il faut faire 12 matchs. Régional, en général, c'est 2-3 ans. Et puis après, fédéral. Et après, fédéral classé. Et classé fédéral 3, classé fédéral 2, fédéral 1. Pour des 2, top 14. Et après, si ça veut bien sourire, on va un peu plus haut. Ouais. T'attaques quand en top 14? Moi, mon premier match, c'était un top 16. Ah oui, top 16. Donc, il n'y a pas le déambulateur, mais il n'est pas loin. Et non, c'était en top 16. C'était Perpignan-Grenoble. C'était en mars 2004. Ok. Donc tout juste 10 ans après avoir commencé l'arbitrage. C'est ça. D'accord, c'est allé quand même relativement vite. Oui. Enfin, vite, c'est long, mais c'est court à la fois, quoi. J'ai été proposé aux jeunes arbitres par le comité Midi-Pyrénées et puisque j'étais parti à Lyon travailler, ils ont pris le relais, donc ils ont été déjà bien sympas de poursuivre, puisque j'ai passé mon oral sous l'égide du comité du Lyonnais. Et après, c'est vrai que j'ai pris une division chaque saison. Après, il y avait la place aussi, c'était une époque où les jeunes, il y avait David Rosich et moi qui étions à peu près de la même génération. Mais j'aime à dire qu'il y a des Romain Poète, il y en a eu pléthore à cette époque-là. C'est que moi, j'ai peut-être eu les opportunités qui m'ont permis d'être vu et d'accéder rapidement aux choses. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir un peu de compétences, un peu avoir du travail, être travailleur. Et puis les opportunités, si on peut les saisir, ça sourit. Puis après, on se retrouve là où j'ai pu me retrouver, moi. Bien sûr. Et au moment où tu fais tes premiers matchs en top 16, donc, tu es policier en parallèle encore? C'est ça. Moi, j'étais enquêteur au Mirail. D'accord. Dans un quartier sensible de Toulouse, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. J'étais dans un bureau, j'étais en civil, donc ça va, la pénibilité du travail, elle était peut-être moins acerbée que si j'étais en patrouille ou chose que j'ai fait en police secours. Mais ça me permettait de m'entraîner entre midi et 2, et puis j'avais la même fréquence d'entraînement. Je m'entraînais 2 fois terrain, le mardi et le jeudi, et puis le lundi et le vendredi, c'était ou piscine ou vélo d'appartement. Mais j'avais le même rythme. Aujourd'hui, le confort, c'est de pouvoir dire qu'en étant pro, je le fais le matin, et puis après, l'après-midi, c'est plutôt orienté sur des analyses vidéo. Et alors que quand on est amateur et qu'on arbitre en pro, quand maman elle a fini de regarder la télé, on met la chaîne et puis on se met le rugby pour faire ses analyses de match. Et là, moi, je l'ai fait l'après-midi. C'est surtout ça, le confort du professionnalisme aujourd'hui. Ouais, bien sûr. À ce propos-là, toi, comme tu l'évoques, tu es professionnel. Mais aujourd'hui, en top 14, il y a encore une grande majorité des arbitres qui sont amateurs ou qui ont un contrat fédéral, mais à mi-temps, si je ne me trompe pas. Ouais, semi-pro. Ouais, semi-pro. Là, il y a une petite question que je me pose parce que le rugby, depuis 1995, c'est vraiment professionnalisé en France. Tout le monde est pro, que tu ailles du staff aux joueurs, en passant même... maintenant, quand tu es en espoir, tu as des salaires qui sont très corrects. L'arbitre qui est quand même partie prenante du jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas pro. Est-ce que tu sens une difficulté, un décalage de ce point de vue-là, notamment pour l'autorité sur le terrain? Je dirais pas sur l'autorité, mais ça se résume sur 2-3 critères qui sont assez simplistes. C'est que le premier, c'est quand on est pro, on a 2 vies à équilibrer, sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et ça se fait relativement bien. Alors que quand on est amateur, on a en plus sa vie professionnelle, sa vie rugbystique et sa vie familiale à équilibrer.
Donc bien sûr que ça peut altérer parce qu'on reste des hommes et parmi les hommes, on a nos forces, nos faiblesses, on a nos bons et mauvais moments et en fonction de ce qui s'est passé la semaine dans le travail, ça peut être compliqué. Alors que là, aujourd'hui, de faire du rugby à 100%, je me consacre et je me concentre qu'à ça, quoi. Donc je vais dire, ça impacte. Et après, ça impacte aussi sur le physique. C'est évident que quelqu'un qui a la liberté de se préparer comme il a envie et puis d'aller au travail avec la banane, pas être sous la contrainte, de devoir faire des activités physiques après une journée de travail, etc. C'est quand même un confort non négligeable, quoi. Donc, bien sûr mais même nous, on peut être impacté. On ne va pas dire que nous, on n'est pas impacté mentalement ou par rapport à l'autorité sur beaucoup de choses. Mais je dirais que c'est un confort de vie qui libère l'esprit et qui permet d'être libéré sur le terrain. Après, mais quand on a un travail, quand on a une entreprise, quand on a des responsabilités, je ne dis pas qu'on ne les a pas en tant qu'arbitre pro, mais elles sont quand même, c'est plus ludique, c'est plus passionné, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise peut-être un peu plus. Donc on est moins confronté, mais c'est vrai que cette différence de statut, cette différence de liberté et d'emploi du temps peut impacter. Ouais, de toute façon, la progression, on le voit, les arbitres pros progressent beaucoup plus vite que les arbitres qui sont amateurs ou semi-amateurs parce qu'il faut trouver les bons créneaux pour pouvoir travailler le rugby et puis les exigences elles sont telles qu'aujourd'hui on peut plus faire de l'amateurisme presque. Ouais, bien sûr. Mais là quand je suis arrivé, tu t'entraînais avec un autre visage bien connu du top 14 qui est Monsieur Pradery. Il est pas pro lui. Non, Vivien, il n'est pas pro, il est en train de passer un concours pour être pompier et justement se pose la question de savoir de son avenir s'il n'arrive pas à matcher sur son concours. Peut-être, il a d'autres projets, mais c'est quelque chose qui doit trotter dans la tête. Bon, là, on était dans une période particulière. On était peut-être un peu plus libérés, mais c'est vrai qu'il doit se poser des questions et peut-être que le samedi, ça impacte l'esprit, quoi. Donc, sans forcément impacter sur la performance d'arbitre en elle-même, c'est peut-être surtout au niveau du regard que peuvent avoir les gens, parce que moi je me rappelle avoir déjà entendu des présidents de top 14 targuer que eux ils étaient pros, mais que les arbitres étaient des amateurs. Monsieur Pradery faisait exactement le même entraînement que toi. Et en plus même mieux parce qu'il est plus jeune, mais en plus il est meilleur que moi en physique. Non, c'est évident que le problème de statut, c'est un véritable problème. Déjà dans l'éthique, par rapport à l'approche que peuvent avoir les présidents et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, qu'on soit amateur ou professionnel, la quantité de travail, elle est sensiblement la même si un pro, il travaille peut-être un peu plus parce qu'il a plus de liberté. Mais l'implication, la motivation et tout ce qu'on veut mettre en place, c'est à l'identique, quoi. Mmh. Donc voilà, après, on ne va pas trahir de secret, mais le mec qui est pro, il ne s'entraîne pas 8 heures de temps, il ne court pas 8 heures de temps sur un terrain, quoi. Mmh, tout à fait. Donc voilà, moi, Vivien vient s'entraîner avec nous parce qu'avec Pierre Brousset aussi, on s'entraîne, on est tous les deux pros. Mais Vivien, il vient moins souvent et moins régulièrement, de façon régulière avec nous. Mais il a les mêmes objectifs, même il essaye d'être toujours de repousser et c'est du travail. Et comme je disais tout à l'heure, c'est surtout cette difficulté à équilibrer trois parties de vie, quoi. Bien sûr. Et c'est ce qui peut faire une différence. Mais après, c'est pas parce qu'on devient pro, les joueurs pros ils font des en avant. Les joueurs pros ils sont hors jeu. Les arbitres pros ils se trompent. Et ça fait pas de nous des surhommes. Bien sûr. C'est juste que on existe dans un système où il y a de la qualité, je vais dire, et puis on se retrouve par hasard ou par travail sur le haut du panier. Mais ça fait pas de nous des surhommes. Et dans le milieu amateur, même en comparaison par rapport aux joueurs ou que ce soit les arbitres, il y a des gens qui sont peut-être plus forts que des joueurs pros. Ouais. L'histoire du statut, c'est aussi peut-être un élément médiatique qu'on avance. C'est toujours plus facile de stigmatiser les erreurs d'une personne que ses propres erreurs. Exactement. Et comme on dit vulgairement, c'est plus facile de dire qu'un mec a été mauvais que 15, parce que plus l'entraîneur, plus tout le monde. Donc on ne peut pas virer 23 mecs, quoi. Mais voilà. Et là, on commence à aborder un petit peu
les petits mots que peuvent avoir des présidents ou autres. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, comme peuvent le faire certains journalistes politiques, par exemple, qui se refusent à avoir des relations amicales ou autres avec des politiques, est-ce que toi, tu as la même approche par rapport aux joueurs ou au monde du rugby, ou tu t'autorises des amitiés? Bien sûr qu'on a de la proximité avec certaines personnes, ça c'est la société qui est comme ça. Après, il y a une chose sur laquelle moi je ne transige pas, c'est que avant et après, on peut tout faire. Par contre, sur le terrain, pendant 80 minutes, chacun fait son job et chacun reste à sa place. Et à partir du moment où la personne elle a compris ça et que par affinité, on se retrouve, et moi, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il y a des joueurs avec qui j'ai des profondes relations. Il y a des anciens joueurs, maintenant même certains qui sont présidents, avec qui j'ai des relations, parce qu'on sait très bien que sur le terrain, il n'y aura pas de cadeau et que chacun fera son travail, chacun restera à sa place. Je me souviens quand on faisait les ambassadeurs de la Ligue, on partageait des moments, mais moi j'adorais ces moments avec les joueurs, et décomplexés, sortis de tout contexte. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la formation que j'ai fait à Toulouse Business School l'année dernière, où j'allais me retrouver qu'avec des joueurs et où j'étais le souffre-douleur, mais je me suis éclaté, quoi, parce que c'était vraiment agréable. Ils se vengeaient un petit peu? Mais ouais, et puis c'était, comme je disais, c'était de bonne guerre. Non, il y avait beaucoup de respect. Puis après, quand ils ont vu que derrière l'homme au sifflet, qui n'est pas forcément agréable, il y avait une personnalité. Après, on a lié des relations. Et puis c'était un bon moment. Et puis moi j'avais tout intérêt. Et moi, j'avais envie de ça parce que ça sortait du contexte et qu'on n'est pas là pour se tirer les uns sur les autres, quoi. Tu as un rôle qui est soumis à la critique, comme tu l'expliques, à une forte pression des joueurs, des staffs, des présidents, dirigeants et autres, et des spectateurs, bien entendu. Comment tu arrives à gérer cette pression? Alors, il y a les deux principaux paramètres. Le premier, c'est qu'il y a longtemps que j'ai accepté qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, je faisais des erreurs. Donc déjà, c'est plus facile. Bon, bien sûr, on essaie de ne pas faire les erreurs qui nous coûtent trop cher et qui nous mettent dans des tourbillons médiatiques, si on peut appeler ça. Mais bien évidemment, et puis on est les premiers malheureux quand on prend une mauvaise décision, parce que ce qu'on veut, nous, c'est apporter l'équité. Les gens pensent qu'on est missionné pour décider quel club doit gagner, mais absolument pas. Enfin, je vais être vulgaire, mais on veut sauver plutôt notre cul avant de sauver celui des autres, quoi. Bien sûr. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre une performance la plus juste possible. Donc déjà, pour le premier critère, moi, c'est que j'ai accepté que je faisais des erreurs. Et ensuite, par rapport à la pression et tout ce qui peut arriver après une décision, à partir du moment où on fait partie du paysage public, il faut accepter d'être critiqué par n'importe qui. Donc après, tant que ça ne dépasse pas certaines limites, parce qu'après il y a des critiques qui sont faciles, voire des insultes, et ça, moi on peut me traiter de con, comme je dis, mais il faut me dire pourquoi, c'est tout. C'est tout, et puis que je puisse répondre, quoi, parce que comme ceux qui s'en prennent aux bagnoles d'arbitre, la bagnole elle répond pas, quoi. Autant qu'ils viennent me voir à moi, et puis si on doit échanger, on doit échanger, puis si on doit aller plus loin, on doit aller plus loin. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est... et il y a ça, et puis après, celui qui va peser aujourd'hui, c'est l'expérience. C'est qu'on a quand même essuyé pas mal de revers. Enfin, moi, j'ai essuyé pas mal de revers. J'ai eu mon lot de mauvaises décisions, de problématiques arbitrales, etc. Et aujourd'hui, je m'en sers pour être un peu plus fort. Et puis, bon, moi, j'ai un caractère j'ai un fort caractère. Après, ça ne fait pas de moi un surhomme, mais bon, je veux dire, je prends les choses et je suis capable de les assimiler et d'y répondre, quoi. Donc voilà. Après, moi je pense qu'il faut comprendre deux choses, c'est qu'à partir du moment où on se met en scène, il faut accepter la critique, même par n'importe qui. Après, on préfère que ce soit par des experts ou voire par nos pairs. Et le deuxième, c'est qu'un homme reste un homme, quoi, avec ses forces et ses faiblesses, et qu'on ne fera pas du 100%. Comme je disais tout à l'heure, j'y reviens, les joueurs font des erreurs. Donc les arbitres font des erreurs aussi. Après, bien évidemment, quand on est supporter d'une équipe, l'erreur du joueur, on va la pardonner. Mais l'erreur arbitrale, c'est le fusible qu'on aime bien faire sauter. Mais c'est pas... je veux dire, il n'y a pas de mal à tout ça, quoi. Exactement. Mais je pense,
quand je te posais cette question, en fait, je pensais à Nouvelle-Zélande Lions en 2017, où un peu malgré toi, tu as été au cœur d'une polémique, même si c'est avéré finalement que tu avais pris la bonne décision. Donc ça a fait couler énormément d'encre. Tu as été sous le feu des critiques néo-zélandaises pendant des semaines et des semaines. Il était temps de partir, Ouais, je me doute. Et toi, comment tu le vis à ce moment-là ? Déjà sur le moment, j'ai manqué de lucidité parce que c'est ce qui m'a beaucoup frustré, c'est parce que ça faisait quelque temps que je me posais la question, s'il y a match nul, qu'est-ce qu'on fait? Et là on venait d'arriver à une égalité sur 15-15, c'était à la 78e, donc je me rappelle assez bien même, non, c'était juste quand j'ai pris la décision. Bon, après, j'avoue que je suis passé par la vidéo, mais c'était plus un prétexte pour ressortir du contexte et respirer et puis essayer de trouver une solution. Parce qu'au moment où j'ai sifflé, quand j'ai vu l'incompréhension qu'il y avait autour de moi, de la part des joueurs, même les Blacks, ils n'ont pas compris, quoi. L'incompréhension, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc après, j'ai peut-être été un peu coquin. Je suis passé par la vidéo en prétextant que je voulais vérifier quelque chose, et puis c'était pas ça. Ouais. Et puis on a trouvé la solution pour sortir de ça. Ce qui a fait polémique, c'est que... après, tout le monde m'a dit que c'était la décision la plus juste, évidemment. Mais ce qui a fait la polémique, c'est que je suis revenu sur ma décision initiale. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est que je suis payé pour prendre une décision comme ça à la 78e. Donc, évidemment, j'étais très frustré. Bon, après, je ne l'ai pas montré sur la fin de match. Mais quand on est rentré au vestiaire, je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, quoi. J'ai mis un moment à redescendre et je m'en voulais énormément parce que voilà, c'était une décision équitable, mais qui aurait dû être prise à l'instantané, quoi. Et on n'aurait pas eu... Donc, c'était surtout ça, c'était... plus la frustration de ne pas avoir bien fait mon travail, de ne pas l'avoir fait avec intelligence, puisque c'était un réflexe d'avoir sifflé si vite, et de ne pas avoir pris le recul pour véritablement prendre toutes les garanties et prendre la bonne décision, quoi. Après voilà, tu t'en es pas mal sorti parce qu'au final tu fais quand même la Coupe du Monde en 2019 et autres, mais c'est vrai qu'il faut pas aller sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je pense quand même, quoi. Non, mais moi j'y vais pas du tout, je suis pas sur Facebook, je sais qu'il y a 3 comptes à mon nom, mais il y en a un, ça a été créé par automatisme par Wikipédia, dès qu'on est sur Wikipédia. Il y en a un autre, c'est quelqu'un qui l'a créé, et je crois qu'il y en a un troisième. Non, je suis pas sur Twitter, je suis sur un seul réseau, c'est un réseau professionnel. Et voilà, et d'ailleurs là, sur celui où on s'est rencontrés. Tout à fait. Mais non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. La presse, je la lis pas, pour être sincère. Parce que comme on dit vulgairement, mais on se retrouverait au fond du garage pendu à une corde et puis voilà. Mais bon, après, moi j'accepte la critique, mais je m'y attarde pas. Je sais où j'en suis, et je sais où j'ai fauté, je sais où je dois bosser. Donc j'ai pas besoin des autres pour me motiver. Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin des autres dans la vie, mais j'ai pas besoin des gens pour me motiver afin de faire bien mon travail, quoi. Bien sûr. Donc je fonctionne comme ça. Mais bon, bien évidemment qu'il y a des amis qui lisent la presse et qui me rapportent tout ce qui se dit sur moi. Mais bon, à partir du moment, comme on l'a dit, on a intégré le fait que personnage public, on est sur la scène, donc n'importe qui peut avoir un avis sur sa personne. Après, chacun fait comme il a envie, quoi. Ouais. Ta première vie de policier, est-ce qu'elle t'a servi ou est-ce qu'elle te sert toujours dans ton travail d'arbitre ? Elle m'a servi parce que j'ai grandi avec la police, par rapport au caractère, par rapport peut-être à la froideur des choses, ou en tout cas de ma personnalité. Je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments sur un terrain. Et après, je pense que c'est une qualité parce que les gens savent pas si je suis bien serein ou j'ai des doutes, etc. Après, ça a aussi eu un impact. Je me souviens de mon DTA à l'époque, ça s'appelait directeur technique de l'arbitrage, mon directeur à Lyon, qui m'avait dit: Romain, il ne faudrait pas que ton métier prenne trop l'ascendant sur ta fonction d'arbitre. C'est-à-dire que j'étais un peu trop autoritaire. Bon, je le suis encore, malheureusement. Chasser le naturel et revient vite au galop, mais
Mais il m'avait dit attention à pas reproduire ce que tu peux rencontrer dans ton métier sur le terrain quoi, le dimanche. Puis c'est vrai, puis j'avais pas envie de bosser 7 jours sur 7, donc il m'a fallu bien un échappatoire et je me suis détendu, même si pas assez pour certains, mais bon, je me suis détendu. Ouais. Ouais, je comprends. Tu es un arbitre qui est relativement discret sur le terrain. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un arbitre qui avait réussi son match, c'est un arbitre dont on n'entendait pas parler. Depuis quelques années, on se retrouve avec des arbitres qui prennent une place de plus en plus importante dans le match. Je pense certains qui font presque le show même. Je pense à un de tes confrères, Nigel Owens. De quel côté, toi, tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à la médiatisation qui est de plus en plus importante pour les arbitres et certains qui la recherchent même? Bon, mais bien évidemment qu'au début, on est content de passer à la télé. Et puis d'être reconnu aujourd'hui, surtout je vis dans une région très rugbystique, partout où je vais, je croise quelqu'un, on discute, ou bonjour, je suis content de me rencontrer, bon, c'est plus facile à ce moment-là qu'à la sortie des matchs des fois, mais non, c'est une parenthèse. Mais non, c'est une question de personnalité, moi je suis pas quelqu'un... Déjà le spectacle pour moi il appartient pas à l'arbitre, il appartient aux joueurs quoi. C'est eux qui font le match. C'est comme je me souviens à une époque, la Ligue avait instauré un protocole pour que les arbitres rentrent en premier. Je suis rentré une fois ou deux et après je rentrais derrière les équipes. Le terrain ne m'appartient pas. Moi, je suis juste là pour aider les gens à jouer ensemble, à conduire une rencontre par rapport à l'équité et par rapport à la règle. Donc non, après, il y en a qui se retrouvent là-dedans, mais c'est une question de personnalité. Moi, je ne juge pas. Moi, je sais que je suis plutôt discret et puis que je ne cherche pas à me mettre en scène parce que si je me mets en scène, de toute façon, l'adage est souvent le leitmotiv d'un arbitre, c'est moi je finis un match, on ne parle pas de moi, c'est là que j'ai été bon. Alors c'est que voilà. Donc après, il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui se mettent en scène. Mais voilà, j'ai pas à les juger, c'est des gens qui fonctionnent comme ça, et puis voilà. Et après, comme moi, ils pourraient me juger négativement en disant regarde-moi ce con, ils donnent pas envie d'être ami avec lui ou de passer des vacances. Ouais, je vois tout voilà, à fait. après non, il y a la jeune génération qui est plutôt sur ça, mais les mises en scène, chacun a son caractère et chacun a sa façon de voir les choses. Tout à fait. Il y a une question que je me pose, mais depuis super longtemps, et donc je profite que tu sois en face de moi pour te la poser. C'est des fois, tu es en match, le match est magnifique, il y a des actions de fou. Comment tu fais pour rester calme? Je me souviens d'un match où ça avait dépassé, la passion avait dépassé le rôle. C'était à Grenoble. Alors je ne sais plus si c'était Grenoble ou Montpellier, c'était un Grenoble quelque chose, ou Stade Français. Avec un match mais d'une toute beauté, et d'ailleurs c'était passé dans le Late Rugby Show ou je sais pas quoi, et c'était j'avais dit mais putain c'est énorme quoi en courant, parce que voilà ça arrêtait pas, c'était 100% jeu, et c'est vrai que le top 14 a eu plus de mal, a mis plus de temps à développer des matchs comme on va dire le Super Rugby où c'était jeu total, puis il y en a tellement si peu que quand on y est, non, on reste les premiers spectateurs, mais on se fait vite rappeler par rapport au rôle qu'on a à tenir, et on va dire que justement on peut pas, parce que ça peut être très vite mal interprété. Quelqu'un qui est une équipe qui marque un essai, mais c'est fantastique, c'est beau, et puis on va se faire targuer de parti pris. Bien sûr. Après, bien sûr qu'on reste les premiers spectateurs, et il y a certaines équipes, quand on sait qu'on va les arbitrer, on est content. Aujourd'hui, comment ça s'organise une semaine de travail avant un match de Romain Poite? C'est simple, c'est toujours la même d'ailleurs. C'est une routine, mais les vieux, on aime bien se retrouver dans les routines. C'est le lundi, on commence par faire du vélo d'appart et puis du renforcement musculaire le matin pour récupérer du samedi. Ensuite, l'après-midi, on commence à travailler sur son match. Le mardi matin, c'est la séance, comme tu as pu le voir, qui pique un peu là, donc, et puis avec un peu de renforcement, on finit souvent son analyse de match, on établit son rapport, on prend contact avec le superviseur, la personne qui est venue pour nous noter, où on va prendre les premiers éléments du jugement. Ensuite, on les confronte à notre analyse.
Et après, on fait référence à un coach qui va nous dire s'il pense que le superviseur avait raison, s'il pense que c'est plutôt nous, etc. Le mercredi, c'est plutôt la journée des enfants, donc on coupe. Non, il faut toujours couper une journée par semaine, donc moi je coupe le mercredi. Après, ça ne m'empêche pas de faire des travaux administratifs ou des travaux de vidéo. Le jeudi, c'est la séance vitesse sur terrain avec un peu de renforcement. L'après-midi, on commence à s'orienter sur le match qu'on va faire dans les jours qui suivent, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche. Donc on commence à analyser les équipes avec qui on va travailler. Donc on va chercher des éléments techniques, des éléments humains, etc. pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis il arrive aussi qu'on finisse le travail de début de semaine, mais généralement il vaut mieux l'avoir fini le mardi soir, comme ça le jeudi on peut se tourner véritablement sur le match d'après. Et puis le vendredi je m'en vais dans un centre l'ITEPS à Muret où je fais 30 minutes de vélo en aquabike dans l'eau chaude, et puis après 4 minutes de cryo, et puis le vieux corps que j'ai est heureux, et puis il peut aborder le samedi avec beaucoup de sérénité. D'accord, ça fait une grosse semaine quand même. Bon, pour connaître un peu les emplois du temps des joueurs pros, ils n'ont pas forcément des emplois du temps beaucoup plus chargés. Non, après, on évolue dans un milieu individuel, donc on n'a pas tout le confort peut-être qu'un club peut offrir à des joueurs. Mais parce qu'il y a aussi le statut de pseudo-entrepreneur qui nous demande de la logistique administrative, etc. Donc non, il faut s'occuper de soi, et puis on a le temps pour. Donc eu égard à nos collègues qui sont amateurs, on n'est pas là juste pour courir le samedi, et puis voilà, en disant voilà, j'ai des compétences, donc je suis là, et puis basta. Non, il faut travailler, et puis il faut être travailleur pour se maintenir à ce niveau-là. Ah oui, ben ça je peux le confirmer. Pour t'avoir vu courir, tu t'es ouvert le capot tout à l'heure. Hein. Ouais, parce que je vieillis, et puis qu'il commence à faire chaud. Non, ouais, mais bien sûr, la difficulté, il vaut mieux se mettre dans la difficulté la semaine pour être plus à l'aise le week-end. Ouais. Tu as fait plusieurs fois référence à ton âge. Sans trahir de grands secrets, tu as 44 ans. Logiquement, l'âge limite pour arbitrer est de 45 ans. Toi, tu es arbitre international, donc tu peux, si tu le souhaites, bénéficier d'une dérogation, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Tu vas la faire jouer ? Ah ben là, j'ai mon contrat jusqu'en juin 2021. Bon, ça dépend de moi, mais ça dépend pas que de moi, bien sûr. D'accord. Donc, si mes performances sont convenables, que je remplis mes tests physiques avec l'aptitude qui est nécessaire, et les minima requis, je peux prétendre à continuer. Ouais. Mais il est évident que le jour où World Rugby me dit bon, mais Romain Poit, on t'a assez vu, c'est bon, c'est fini, et là, je pourrais plus prétendre à des contrats. Donc là, j'ai mon contrat qui va jusqu'en juin 2021. Vraisemblablement, je pourrais à condition que mes performances restent celles qu'elles sont, et mes tests physiques, je pourrais prétendre à tenter une sélection pour la Coupe du Monde 2023. Ouais. D'accord. Donc à rajouter 2 ans de plus. Ça m'amène à te poser un choix un peu cornélien, du coup. En 2023, la Coupe du Monde est en France. Est-ce que tu préférerais que la France soit championne du monde, ou est-ce que tu préférerais, toi, être arbitre de champ de la finale ? Sachant que si tu es arbitre de champ de la finale, c'est que la France n'est pas en finale. Alors, je pense que la première option, ce sera la plus plausible, parce que moi, ma relation avec les Coupes du Monde, ça a toujours été particulier. Mais bon, ça, c'est le sport et la politique sportive. Mais après, on reste les premiers supporters, et même par rapport à celle qu'on vient de passer avec Jérôme qui dirige la finale. On est supporters français, donc si ça avait été l'équipe de France, c'était très bien, et c'était Jérôme, c'était très bien aussi. Donc on reste les premiers supporters, on souhaite bien sûr le meilleur à l'équipe, mais bon, si elle n'y est pas, évidemment ça offre une opportunité supplémentaire à un arbitre d'être dans les phases finales. Donc on reste quand même les supporters numéro 1 de l'équipe nationale, et puis après si on peut tirer notre épingle du jeu, parce que malheureusement on trébuchait, on est content aussi, mais la priorité reste forcément l'équipe nationale. Ouais.
D'accord. C'est du politiquement correct. Ouais, oui, non, mais j'ai bien compris, je relance pas. Non, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui le seul trophée, entre guillemets, qui te manque, parce que tu as arbitré finale de top 14, finale de H-Cup, qui est devenu Champions Cup après. Même Champions Cup, non? Tu as arbitré une finale? Non, Non, j'ai pas encore. non, j'ai pas, j'ai fait la finale Celt aussi. Ouais. J'avais été invité, ouais. Bon, tu es sur le 6 Nations, Coupe du Monde, tu as arbitré combien? 12-13 matchs déjà? Ouais, 12. Ouais. 12, 3 Coupes du Monde, 4 matchs de poule. Ouais, c'est ça. Donc, bon, il te manque guère qu'une finale de Coupe du Monde sur le champ, parce qu'en 2019, tu étais sur la touche. Là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en tant qu'arbitre, quel est le plus grand moment, le plus énorme match que tu as vécu? Le match qui m'a beaucoup marqué et qui restera, parce que bon, c'était plus ou moins une réussite. Après, c'est plus facile quand c'est ces matchs-là. Mais ça restera la finale de H-Cup. Ouais, J'en étais sûr. entre Northampton et Leinster. Parce que comme là, j'ai dit, après, beaucoup de monde a tiré certains lauriers par rapport à l'arbitrage. Mais comme j'ai dit, moi, je me suis assis au volant d'une Ferrari. J'avais juste à tourner le contact et ça roulait tout seul, quoi. Parce que c'était un match d'anthologie avec en plus un rebondissement incroyable. J'avais beaucoup arbitré Northampton cette saison-là en Coupe d'Europe. J'avais beaucoup arbitré le Leinster aussi. Mais c'était un match, enfin, véritablement pas d'anthologie, mais je pense qui a marqué. Et puis dans un stade qui restera le stade fétiche et pour beaucoup d'arbitres, le Millennium de Cardiff. Ah ouais. Quoi. Toit fermé ou ouvert? Toit fermé. D'accord. J'ai arbitré une fois avec le toit ouvert. C'était une ouverture du tournoi Destination. C'était Galles-Irlande. Bon, il y avait eu un bon match. Les Gallois avaient perdu 20-40, je crois. Mais c'était ouvert avec le jour, ça faisait pas pareil. Enfin, pareil, ouais. Les sensibilités, elles n'étaient pas les mêmes. J'avais été déçu. Mais bon, ça va, je vais pas me plaindre parce que j'y suis allé qu'une fois comme ça. D'accord. Mais pour rappeler un petit peu ce match de finale de H-Cup en 2011, il y a Northampton qui mène très largement à 20 points, ouais, à la mi-temps. Et à deuxième mi-temps, ils mettent plus un point et ils se font défoncer par le Leinster qui gagne assez largement au final. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce match, j'avais l'impression que les deux équipes avaient échangé les maillots à la mi-temps. C'était incroyable. Ouais, et même nous, on s'est posé plein de questions. Et après le match, je croise Joe Smith, qui était l'entraîneur du Leinster et que j'avais côtoyé à Clermont, que je connaissais un peu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires à la mi-temps pour inverser une tendance? Il m'a dit, j'ai dit juste une chose, c'est tu es l'arbitre. Et puis voilà, on a bien rigolé. Non, ça restera certainement un secret, mais ouais, c'est peut-être aussi ce qui a fait l'avènement du Leinster d'aujourd'hui, parce que c'était carrément impossible quoi, et incompréhensible. Puis il y avait un tel leadership de Northampton sur la saison et sur cette finale qu'on se demandait comment ils allaient faire. Ouais. C'est vrai. J'ai une petite question qui concerne la vidéo. Bon, après, je ne vais pas te demander ce que tu penses de la vidéo parce que voilà, tu es en plein dedans, donc voilà. Ouais, je pourrais. Bon, ben alors je te le demande. Tu es content de la vidéo? Ben ouais, parce que la vidéo, bon, elle a ses bons et ses mauvais côtés, mais ça reste quand même un outil presque indispensable aujourd'hui, vu les enjeux, vu les décisions à prendre, et on peut plus se tromper. Il y a 20 ans, quand un mot faisait 20 mètres et est tombé dans l'embut, on s'en foutait de savoir où était le ballon. Ouais. Quoi. On arbitrait une phase, on n'arbitrait pas. Mais aujourd'hui, on est dans le détail du détail et on ne peut pas se tromper. Donc la vidéo, pour nous, c'est quand même une roue de secours qui est forcément importante. Après, on a eu nos difficultés aussi d'utilisation, où on était peut-être allé trop loin à un certain moment. Donc, mais pour nous, ça reste une valeur ajoutée. Après, il faut aussi savoir en faire une utilisation qui énerve personne, quoi, et qui ne fasse pas perdre du temps. Mais il faut savoir que si on appelle 6 fois la vidéo, c'est pas pour embêter les gens. C'est parce qu'on a besoin de certitude et que sur un match à un jeu avec toutes les attentes, parce que, enfin, on va pas, là non plus, je vais pas trahir un secret, mais on reste les traders du rugby, quoi, parce qu'avec chaque décision qu'on prend ou non-décision qu'on prend pas, c'est des paris financiers qu'on fait, quoi, parce que le résultat peut être intimement lié à ça, quoi. Donc non, la vidéo, ça restera un outil forcément important. Et après, à nous de faire une utilisation la plus juste possible de
de ça. Mais pareil, on met des hommes derrière des techniques, donc il faut accepter qu'ils se trompent aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Après, quand je te demande de ça, je pense aussi au rôle de l'arbitre de touche, hein, parce que c'est vrai que de plus en plus souvent, j'ai l'impression que l'arbitre de touche sait très bien ce qui s'est passé. Des fois, le joueur est 50 cm en touche, il a été plaqué, et il dit « je crois qu'il est en touche, mais il y a quand même vérification à la vidéo derrière ». Aujourd'hui, en Pro D2, t'as pas encore la vidéo, enfin, elle va y être l'année prochaine, Ouais. et les gars se trompent relativement peu au final, et ça hache beaucoup moins le jeu. Et aujourd'hui, on a le sentiment que l'arbitre de touche, il n'ose pas prendre ses vraies responsabilités en disant oui, j'ai vu qu'il était en touche, il n'y a pas essai. Et il y a tout le temps un check à la vidéo. On a travesti un peu le rôle du JT, ça c'est clair, hein, et c'est nous les responsables. Mais c'est pareil, tu faisais une comparaison qui est tout à fait juste, mais en top 14, les caméras, elles vont pas te louper si tu te trompes. Alors qu'en Pro D2, il y a beaucoup moins d'opportunités. Donc après, il faut qu'on accepte qu'on se soit trompé sur la façon dont on s'est dédouané très souvent. Et moi, je fais la touche, ça m'arrive de faire la touche. Sincèrement, c'est un des rôles les plus ingrats de la fonction d'arbitre, quoi. Parce qu'il faut tout et rien voir, il faut voir ce que l'arbitre de champ ne voit pas, il faut pas regarder au même endroit que l'arbitre de champ, il faut respecter son rôle, etc. Donc on tape trop facilement sur les JT. Et il ne faut pas oublier une chose, et moi je ne l'oublie pas, c'est qu'en tant qu'arbitre de centre, j'existe aussi à travers mes assistants. Et après, c'est vrai qu'on s'est trop échappé derrière la vérification vidéo, mais toujours pareil, parce qu'on sait qu'en ayant pleine conviction, on a pris des décisions, et puis après, derrière, quand on a vu ce que rendait la caméra, c'était diamétralement opposé. Puis là, on s'est dit, mais comment c'est possible? Donc il y a un juste milieu à trouver, mais il faut qu'on assume aussi nos responsabilités, notamment par rapport à ce cas-là où le juge de touche, en tant que juge de touche, des fois, on va... Mais c'est surtout la peur de mal faire et la peur de prendre la mauvaise décision, et puis de se retrouver, de mettre bancal à l'équipe entière arbitrale, et puis impacter aussi l'équité pour un club, quoi. Oui, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes vraiment jugé à chaque match, vous. Ah oui, il y a un superviseur qui vient. Dès qu'on intègre le niveau professionnel, c'est systématique. Il y a un superviseur et la personne nous note, et on remet en question notre légitimité à chaque week-end, quoi. Parce que si la performance n'est pas bonne, et bien après, comme on dit, on attend le facteur, quoi. Toi qui as été joueur, qu'est-ce que tu préfères, jouer ou arbitrer? C'est une bonne question. C'est une question difficile aujourd'hui à répondre, parce que il y a une évidence, c'est que j'aurais jamais fait la carrière de joueur que j'ai fait par rapport à celle que j'ai fait en tant qu'arbitre. Après, je vis une passion de façon différente et peut-être plus individuelle. Non, ce qui manque, c'est surtout de se retrouver dans un collectif, même si on travaille en équipe, hein. Mais on ne vit pas toute la semaine ensemble comme les joueurs. Ça tourne, c'est rarement les mêmes, hein. Je vais dire qu'avec ce qui m'est arrivé en tant qu'arbitre, avec la chance que j'ai connu certaines choses, je dirais que ce serait l'arbitrage. Mais bon, le sport, il existe à travers quoi? À travers le jeu. Donc, vaut mieux être joueur qu'arbitre, je dirais. Mais tant qu'on en a l'opportunité et la capacité. Mais c'est deux choses différentes. Par rapport à toutes les émotions que j'ai eues, j'en ai eu... Parce que bon, aussi j'étais jeune en tant que joueur, j'en ai peut-être eu moins, mais j'ai eu beaucoup de belles tranches de vie en tant qu'arbitre. Ouais. Oui, et puis peut-être que si tu n'avais jamais été joueur, tu n'aurais pas été arbitre non plus. C'est vrai aussi, parce que il y a une exception, c'était Didier Ménet, notre ancien patron des arbitres, qui n'avait jamais été joueur, mais souvent on vient à l'arbitrage après une blessure ou... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on y vient avec beaucoup plus d'ambition qu'avant, et très jeune, parce qu'aujourd'hui, à 25 ans, si vous êtes pas déjà en Fédéral 1, c'est presque trop tard, quoi. Mais il y a des exceptions qui confirment la règle, comme certains joueurs qui se retrouvent, qui vont jouer de Fédéral 1, comme Camille Lopez. Enfin, je voulais pas le citer, mais
comme Camille Lopez qui s'est retrouvé un jour en pro et sans avoir suivi le cursus qu'il faut suivre, c'est-à-dire toutes les sélections de jeunes, etc. Donc il n'y a pas de contre-vérité, mais je dirais que ça serait plutôt joueur. Ouais. Ouais. Tu as une vie de sportif de haut niveau, hein, vu que, comme tu l'expliquais, tu t'entraînes beaucoup. Tu parcours le monde à longueur d'année également, parce que tu es sollicité une quarantaine de week-ends par an peut-être. Ouais. Entre le championnat et les coupes d'Europe, et autres, les tournées internationales, les matchs internationaux. Ouais. Comme on le mentionne aussi, tu as 44 ans. Tu as une vie peut-être plus chargée en termes de voyage que des joueurs qui en ont 20. En termes de conciliation vie professionnelle, vie privée, c'est pas trop compliqué. Alors j'ai la chance d'avoir l'épouse que j'ai et depuis quelques temps maintenant, donc on s'est construit à travers le rugby avec mon épouse, non, et bien évidemment que pour avoir cet équilibre dont je parlais de la vie professionnelle, vie familiale, il faut avoir déjà une structure familiale solide et puis surtout une femme adorable, donc moi je remercierai jamais assez mon épouse de m'avoir permis de vivre, parce que ça peut paraître égoïste, de vivre une passion aussi. Donc oui, quand je partais 3 semaines, un mois, qu'elle elle s'occupait de tout à la maison, que tu savais que tu pouvais partir parce que tu avais quelqu'un de solide derrière qui pouvait s'occuper de tes enfants, qui pouvait s'occuper de la maison, etc. Non, c'est évident qu'il faut avoir une épouse conciliante et puis compréhensive. Après, il y en a qui baignent plus ou moins dans le rugby, mais malheureusement, des fois aussi, ça, c'est le revers de la médaille, c'est que trop de rugby tue le rugby, donc voilà. Et puis, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que ma femme m'a autorisé à le faire aussi déjà, même si je lui ai jamais demandé l'autorisation, mais bon, humainement, c'est un constat qu'on peut faire assez facile. Et puis après parce que voilà, elle a cru en moi, puis elle a vu que dans cette activité-là, j'étais pas trop dégueulasse, peut-être même meilleur qu'ailleurs. Donc voilà, non, mais c'est une équation qui est forcément nécessaire pour pouvoir y arriver. Ouais. Si je me trompe pas, toute ta petite famille t'a suivi aussi pendant la Coupe du Monde au Japon. Ouais, mon aînée n'a pas pu venir parce qu'elle avait engagé des études qui lui laissaient pas la liberté, mais ma fille cadette a pu venir. Donc c'est aussi les opportunités que nous offre cette passion-là, c'est voyager, mon épouse vient pas souvent, mais bon, elle a fait toute l'Europe. On est allé sur quelques destinations un peu plus lointaines, et elle est venue avec moi sur certains matchs. Et déjà, bon, pour nous, c'est des moments importants de pouvoir le partager avec sa famille. Mais ouais, c'est aussi une chance de pouvoir faire voyager sa famille et découvrir, notamment la découverte du Japon. C'était quelque chose de fantastique. Ouais. Je te crois volontiers. Et dans ces moments-là, comment ça se passe? Est-ce que, comme les joueurs, vous êtes en groupe d'arbitres, ou alors est-ce que tu peux rester avec ta famille? Alors, on vit. Moi, j'avais fait le choix qu'ils viennent sur les phases de poule parce que, bon, comme je disais, ma relation avec les phases finales en Coupe du Monde, c'est complexe pour diverses raisons. Mais moi, j'avais fait le choix qu'elles viennent plutôt à partir des quarts de finale parce que je savais que là, ça serait mort pour moi. Et on vit entre arbitres. D'accord. Et puis, on s'éclate un peu partout dans le pays pour aller sur les différents lieux de rencontre. Donc, c'est un rythme où on ne prend pas le temps forcément de pouvoir s'occuper de sa famille. Et puis on baigne les 5 premières semaines, on baigne complètement dans le rugby, dans l'esprit d'équipe avec les arbitres. On a la chance d'être basé toujours au même endroit. Bon, après il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, etc. On fait des séances d'entraînement ensemble. Non, c'est une vie de club, ouais. Une vie de club. Et en 2015, on s'était baptisé la 21e équipe, puisqu'il y avait une équipe dans les Coupes du Monde, parce que c'est après, on a besoin aussi de tisser ce lien humain, technique aussi, et puis de remettre les choses dans le bon ordre et à la bonne place. Mais non, et après oui, sur la fin de la compétition, il y a match déjà tous
toutes les semaines au lieu d'avoir un match tous les 3-4 jours. Donc on peut prendre un peu plus le temps et puis aussi c'est l'opportunité pour nos familles de rencontrer d'autres arbitres, des gars avec qui on œuvre, des gars avec qui on a envie d'avoir des relations parce qu'on les apprécie, etc. Et puis ça permet de partager un petit peu plus. Bien sûr. Tu commences à réfléchir à ta reconversion ? Alors moi j'ai déjà réfléchi il y a très longtemps puisque j'ai repris mes études il y a 3 ans. 4 ans maintenant. J'avais fait un master avec l'université d'Aix-Marseille dans le management des organisations sportives. Parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi après le bac je suis parti à l'armée et j'ai pas beaucoup de diplômes. Donc j'ai pris le temps justement. Alors j'ai l'opportunité de revenir dans la police. Pas dans le poste où j'étais, mais au moins dans la circonscription, et c'est-à-dire la ville où j'étais, donc Toulouse. J'ai trouvé dommage de faire tout ce temps d'arbitre pro avec malgré tout un peu de temps à mettre à profit pour faire autre chose. Donc j'ai repris mes études il y a 3 ans, j'ai eu ce master. L'année dernière j'ai fini le bachelor à Toulouse Business School et toujours dans le management et c'est une voie sur laquelle j'aimerais m'orienter, oui, puisque en 2013 j'avais fait un coaching avec une coach en entreprise qui m'avait amené à la réflexion du management, etc. Puisque c'est malgré tout ce qu'on fait beaucoup, ne serait-ce que par rapport aux équipes, par rapport à notre équipe arbitrale, nos collaborateurs, etc. Donc là, je vais dire que je me sens serein, j'ai de la sérénité parce que j'ai aussi appris et puis ça a pu me servir aussi pour mon métier d'arbitre. Mais ouais, la reconversion, il y a longtemps que j'y ai pensé. Ouais. Tu exerces une activité à côté, si je ne me trompe pas, de conférencier aussi. Voilà, disons, conférencier, c'est presque un terme trop élevé par rapport. Non, je partage, oui, bien sûr. Après, je partage mes expériences à travers le rugby et qui peuvent se transposer au monde de l'entreprise par rapport au management. Et je me suis nourri des formations que j'ai eues justement pour que mon discours soit adapté. Au début, on le fait en ludique parce que ça plaît aux gens et puis qu'il y a aussi ce côté un peu mystérieux et puis sectaire, quoi, de la secte. Les arbitres, c'est pas un monde comme les autres, etc. Et donc, non, ça m'a permis de développer cette activité en parallèle. Mais c'est surtout un partage d'expérience parce que j'aime pas donner de leçons. Parce que j'en ai pas la compétence et surtout l'envie. Donc je partage mes expériences managériales, souvent en négative, et pour aller plus vers le positif. Et puis si les gens s'y retrouvent, c'est surtout autour de la dimension humaine, quoi. En début d'enregistrement, tu as abordé le fait que ton papa t'est amené vers l'arbitrage, donc il a eu une grosse influence sur ça. Plus globalement, dans ta vie, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ? Ma femme m'a beaucoup inspiré, oui, bien sûr. Après, j'ai pas de modèle ou quoi que ce soit parce que je pense qu'il y a toujours des choses bien à apprendre chez les personnes et des choses moins bien qu'on ne prend pas. Donc non, je me suis pas renfermé sur un modèle parce que c'était pas ma fibre et puis il faut toujours aller voir ce qui se fait ailleurs, ça peut être bien. Non, après il y a des gens que j'ai aimé voir arbitrer, mais après, c'est de l'instinctivité, beaucoup, ce métier-là. Donc, vouloir copier déjà quelqu'un, c'est perdre son ADN et puis se mettre en danger. Non, j'avais pas de modèle. Il y a des gens avec qui j'avais envie de poursuivre les échanges. Il y avait des gens avec qui j'avais envie de les voir arbitrer, mais je n'ai pas cherché à copier quoi que ce soit. Enfin, ça peut paraître égoïste et vaniteux de le dire, mais j'ai pas de modèle. Je me suis construit avec plusieurs personnes, avec plusieurs modèles, et en décrire un ou en donner un là maintenant, non, je suis même pas capable, quoi. D'accord. Se nourrir d'un peu de beaucoup de monde aussi, c'est un bon moyen de progresser pour le coup, comme tu l'as fait. Puis pas se renfermer sur un type même, et puis en plus qui pourrait ne pas correspondre à ma personnalité, quoi. Tout à fait.
Si tu pouvais reparler au petit Romain quand il a attaqué le rugby ou même avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, soit moins con, soit moins con, soit plus mature. Bon, je pense que j'aurais jamais fait non, c'est pas je pense, c'est même sûr, j'aurais jamais fait un joueur de haut niveau, mais peut-être avoir été plus ambitieux dans ma carrière de joueur pour voir jusqu'où j'aurais pu aller, parce que j'avais passé toutes les sélections régionales, donc, mais pas nationales. Et puis en régional, j'étais très, très lucide sur ma personne. C'était bien pour cirer le banc un peu, et puis voilà, et puis jouer un peu avec les grands noms, enfin, les futurs grands noms de la région et du sport, mais non, je lui dirais, ouais, sois moins con, et puis sois moins rigide des fois, il faut sortir des carcans, mais je regrette pas grand chose, franchement. Ah, peut-être que tu n'aurais pas fait cette carrière si tu n'avais pas eu ce parcours auparavant. Je ne l'aurais pas fait, mais c'est un peu comme... je vais parler de moi personnellement, mais c'est un peu qu'avec mon épouse, on ne s'est jamais posé de questions. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur mon couple, je ne me suis jamais posé de questions sur mon évolution de carrière. Après, je ne vais pas dire que je n'avais pas des objectifs et des envies, mais j'ai suivi le fil de l'eau, j'ai suivi la vie telle qu'elle était, et puis elle m'a amené là où je suis aujourd'hui, quoi. Il y a une question qui revient dans tous les épisodes, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate? Alors, la cravate, je ne la mettrai pas aux supporters parce que, comme je l'ai dit, c'est de notoriété publique d'insulter l'arbitre et d'être méchant avec nous. Mais non, c'est surtout aux parents qu'on voit au bord des terrains, chez les jeunes, qui jouent une championnite qui n'existe pas, qui n'existe que pour eux, qui insultent les adversaires de leurs gamins. On entend même des fois crève-le. Enfin, faut que ça reste jusqu'à ce qu'on joue la compétition. La compétition, elle existe vraiment quand on est adulte, quoi. Après, chez les jeunes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition, parce que bien sûr qu'il faut les faire avancer à travers quelque chose. Mais quand on voit les parents, le comportement qu'ils ont, le problème, il n'est pas sur le terrain au rugby. Le problème, il est en dehors du terrain. Et que ce soit dans les tribunes mais ces parents-là, quand ils commencent dès le plus jeune âge, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font et l'impact qu'ils peuvent avoir sur après des gens, parce que alors des arbitres, mais c'est surtout, on les voit, même il y en a qui insultent leur propre gamin, quoi. Enfin, ne mets pas ton gamin au sport si c'est fin. Il faut accepter qu'ils aient un niveau, qu'ils soient bons, moins bons, enfin. Mais c'est tellement valeureux là, le sport, ça a tellement plein de... Bon, après on avance les nôtres, hein, c'est toujours plus facile de parler de soi, mais le rugby, il y a tellement de belles valeurs, et même le sport, c'est l'essence même de la vie, quoi. Donc on y trouve plein de choses, et chez les jeunes, si on commence à inculquer cette championnite, et puis les comportements qu'on voit, moi je trouve que c'est dommage, quoi. Ça me fait rebondir un petit peu sur la cravate qu'avait administrée aussi Quentin Lespio aux parents qui viennent le voir à la sortie de match des fois pour lui demander qu'est-ce que tu fais comme entraînement, tu prends quoi comme produit pour arriver à ce niveau, en fait, voilà, comme tu le mentionnes, le problème c'est souvent ça peut être les parents qui vivent leurs rêves par procuration en définitive, quoi. Et c'est ce que j'allais dire, et ils s'identifient à travers leurs gamins, mais moi j'ai des filles qui font du sport. C'est pas des championnes, mais je suis content d'aller les voir jouer, même à un bas niveau au basket pour l'une, et puis l'autre qui fait de l'équitation et qui a fait 2 fois le championnat de France, elle s'est plantée 2 fois, mais je m'en foutais, quoi. Enfin, c'était qu'elles vivent leur passion et qu'elles s'éclatent dans leur sport, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que moi j'ai accédé à un certain niveau que mes gamins ils doivent être des champions et tout. Non, c'est surtout qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font, et qu'ils prennent du plaisir à faire le sport qu'ils font, et puis voilà, basta. Après moi je m'en fous qu'ils gagnent la Coupe du Monde, ou c'est surtout qu'elles s'épanouissent et qu'elles aient leur évolution humaine comme elles doivent l'avoir, et le sport en est un super soutien, quoi. Quel est le moment le plus dingue, parce que tu commences à avoir bourlingué un petit peu, le moment le plus fou que tu aies vécu en match ou en week-end de match qui t'a été amené de vivre? Ouais, je vais dire simplement, un jour, il y a un joueur sur un arrêt de jeu, il s'est mis à genoux au milieu du terrain et il s'est mis à pisser. D'accord.
Et j'ai regardé, mais j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Et je lui ai foutu un rouge. Donc, alors je pense que mon geste était déplacé, mais j'étais tellement surpris et désabusé de ce mec qui pissait là. Enfin, encore, il n'était pas accroupi. J'ai dit qu'il était accroupi, mais il n'était pas accroupi. Ah ouais, d'accord. Bon, on veut des noms, hein, par contre. Non, non, non. Bon, Non. d'accord. C'était un club du Sud-Est, en fédéral. Donc, Ok. mais ouais, je dirais que c'est le moment le plus ahurissant que j'ai. Et c'est pas du tout du monde professionnel, quoi. Parce que dans le monde professionnel, tout est pesé, il y a l'image qu'on retranscrit, etc. Donc il y a peut-être moins d'anecdotes et moins de, on sort pas des moments comme ça, mais là, ouais, là, je dirais que le mec, il a un peu, Il a pété un plomb. Hein. ouais, il a dépassé les limites, Ah ouais, quoi, bien sûr. du respect. Bien sûr. Et il y a des moments où entre arbitres, quand vous vous retrouvez pour une Coupe du Monde, tout ça, vous faites des grosses bringues entre vous. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a le côté sportif, mais évidemment, ça resserre les liens. Et puis, bien sûr qu'on se prend des bonnes charges et qu'on a mal à la tête des fois le lendemain. Et en tant que vieux, on met plus longtemps à s'en remettre, donc on en prend de moins en moins. Mais non, après, on va dire qu'avec l'âge avançant, c'est plus passé. On va pas franchir la limite qui est pas acceptable. Mais on va se coucher, on est content, ouais, avec un bon vin, avec un bon coup, et puis voilà. Après, on va pas dans les discothèques, mais on s'est partagé des bons moments, ouais. Ah, je comprends mieux pourquoi vous vous êtes surnommé la 21e équipe alors en 2015. Voilà, ouais. Non, on fait souvent des bringues. Et le repas d'ouverture de la Coupe du Monde, en général, c'est épique. Et le repas où les juges de touche partent, c'est épique aussi. Et la dernière soirée, encore plus. Ouais, d'accord, ok, je vois. Mais on reste des hommes avec toutes les facettes, bien sûr. Et puis comme je dis, enfin, les gens, ils croient que... dans le milieu professionnel, il n'y a que des surhommes. Rassurez-vous, on ne fait pas pipi plus loin que vous. Qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain numéro de La Cravate, un autre acteur du rugby? Il y a des gens pour lesquels on a beaucoup d'affection et qu'on trouve, je sais pas, moi je dirais, mais tout simplement un responsable de logistique d'un club pro. Parce que c'est peut-être lui qui a les clés de beaucoup d'anecdotes et de beaucoup de choses qui pourront se dire ou pas se dire. Mais, et puis on existe à travers ces gens-là, quoi. Bien sûr. Ces gens qui préparent tout. Et c'est un peu comme les bénévoles dans les clubs amateurs, quoi. Mm-hmm. Moi, mon club, c'est un club amateur, un club de ligue, honneur. Et ces gens-là, on les met pas souvent à l'honneur, quoi. C'est vrai que la vitrine, ça reste l'image de la personnalité qu'on va interviewer ou quoi que ce soit, mais ces gens-là, ils permettent aux gens d'exister aussi, quoi. Donc pourquoi pas. C'est très juste, ouais. T'as un nom en particulier, peut-être? Oh non, il y en a plein, parce qu'on les croise depuis. C'est des gens en général qui sont fidèles au poste. Et qui ne demandent pas grand-chose, donc je pense que ça arrange certains. Mais non, il y en a... Ouais, après, je ne vais pas citer de nom, parce que ça pourrait être mal interprété, mais non, il y a ces gens, ils sont souvent adorables, nous on les croise, ils ont une expérience de la vie, et puis une maturité qui est souvent bien plus avancée que nous, on peut avoir, et puis que les joueurs peuvent avoir. Mais c'est des gens, ils sont discrets, et puis, c'est des mines d'or en termes d'histoire, je pense. Ouais, je pense qu'ils en savent un paquet, ouais. Ouais. Non, mais c'est une super idée. Je vais essayer de trouver quelqu'un dans ce milieu-là. Allez, je vais t'aider. Qui a été joueur. Il y a Adrien Longou à Castres qui a la... Je connais pas son nom, mais il y avait celui du Racing aussi qu'on croise beaucoup. Il y a Gilles Panzani de Toulon qui est arrière-joueur. Ouais. Lui, c'est une figure. Hein. C'est une figure, Gilles. Il est bon, je l'appelle Gilles parce que voilà, on vient de la même région et on échange beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a plein de noms, mais souvent on les trouvera chez les anciens, ces personnalités-là. Ouais. Il y a moyen de passer un bon moment. L'épisode se termine bientôt là.
Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, qu'on ne te pose pas en général, ou quelque chose que tu aimerais dire en particulier? Non, non, j'ai passé un super moment et comme je suis pas spécialiste du journalisme ou des questions, je suis plutôt spécialiste des réponses en général. Je vais pas me prendre un rôle qui est pas le mien. Non, non, j'ai passé un très bon moment et puis c'est quand même plus facile quand c'est bien décontracté, sorti de tout contexte. Donc voilà, non, non, la question, quand est-ce que tu arrêtes à la limite, c'est peut-être la question à laquelle je ne saurais pas répondre aujourd'hui. On doit te la poser tellement souvent. Ouais, parce que ça commence à sentir le sapin, puis qu'on en a un peu marre de voir ma tronche, mais bon, non, après, non, j'ai passé un très bon moment, et puis on a besoin de gens comme ça qui sont proches des valeurs du rugby, notamment dans le milieu amateur, quoi. Super, ben c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup Romain. J'ai également passé un super moment en ta compagnie. Je pense que cet épisode permettra à pas mal de monde d'avoir une autre vision du rôle d'arbitre. Enfin, si je peux me permettre, faut pas oublier que derrière la fonction, il y a toujours un homme, quoi. Bien sûr. Donc après, il y en a qui l'abordent différemment, il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui sont moins ouverts. Il y en a qui dégagent moins d'envie de les rencontrer. Et je pense que c'est mon cas. Parce que voilà, j'adopte moi un caractère, c'est ma marque de fabrique. Mais faut pas oublier que derrière, il y a des hommes et avec leur force et leur faiblesse. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte des impacts qu'ils peuvent avoir avec les mots qu'ils disent, quoi. Tout à fait. Et donc, je le répète encore une fois, ça devient un peu l'habitude dans les épisodes. Là, aujourd'hui, on est dehors, sur une table de pique-nique. On est trop bien calé. Donc, il ne faut pas s'étonner si on entend des petits bruits d'oiseaux, des petits bruits de tracteurs, peut-être. J'en ai vu un ou deux qui sont passés. Donc, voilà, vous inquiétez pas si vous entendez des petits trucs. Voilà, exactement. En tout cas, Romain, merci beaucoup et bonne continuation. Merci et puis bonne longue vie à la cravate et au mercato. Alors. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.